Bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. On va passer l'heure qui vient dans un monde de rêves et d'éclats. Ce soir, je vous propose d'examiner les pierres précieuses, leur type, leur origine, leur histoire, en passant par leur emploi, leur extraction ou de quoi elles sont faites. Je vous parlerai aussi de différents joyaux célèbres, comme le Koh-i-Noor, un diamant qui fait partie des bijoux de la couronne d'Angleterre, le Régent, un autre diamant qui est passé des mains de plusieurs rois de France à celles de Napoléon Ier et Napoléon III. Il est encore au Louvre aujourd'hui. Ou encore le Star of India, un des plus gros saphirs au monde. On parlera des gemmes les plus précieuses, les rubis, saphirs, émeraudes, diamants, et de quelques pierres semi-précieuses. Il y en a beaucoup. Aigues-marines, améthystes, ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais à une époque, dans l'Antiquité, les améthystes étaient très chers. Le lapis-lazuli, l'ambre, les opales. Il y a beaucoup de petites histoires autour de joyaux célèbres, de l'affaire du collier de diamants de Marie-Antoinette à des vols spectaculaires, des réputations de malédiction. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voudriez des histoires de ce type dans le futur. Si vous pouvez en profiter pour vous abonner, évaluer positivement cet épisode ou ce programme, selon la plateforme sur laquelle vous écoutez, ce serait parfait. La bibliothèque des rêves approche de son premier million d'écoutes sur les plateformes de podcast, donc ça marche assez bien, je suis content. Et ça va continuer. Merci à vous de votre soutien en tout cas. Et ce serait parfait si vous pouviez le maintenir. C'est un petit geste rapide pour vous, mais pour ce programme, ça veut dire beaucoup. Maintenant, installez-vous confortablement. Tout ce que vous avez à faire, c'est laisser la tension dans vos épaules s'échapper. Respirez normalement. Et laissez ma voix vous guider. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'une pierre précieuse ? C'est un terme fondé sur la rareté et l'esthétique, parce qu'il y a différents types de matériaux qu'on appelle pierres précieuses ou gemmes. La majorité de ces matériaux, y compris les plus chers, sont des cristaux. On verra plus tard ce que ça veut dire, cristal. Mais pas tous. Il y en a d'autres qui sont des roches qu'on appelle métamorphiques. Ça veut simplement dire qu'elles se sont transformées sous certaines conditions, mais sans fondre. Là encore, on y reviendra. C'est le cas du lapis-lazuli, par exemple. Encore d'autres qui sont des minéraux, mais qui n'ont pas cristallisé, comme les opales. Et enfin, il y en a encore une autre catégorie qui ont une origine organique, comme l'ambre. On pourrait aussi citer les perles ou les coraux précieux. Il y a beaucoup de pierres dites semi-précieuses, qui sont assez abordables. Je vous mentionnais l'améthyste, et d'autres pierres qui sont incroyablement chères à cause de leur rareté, leur pureté ou leur taille. La pierre précieuse qui est devenue un grand symbole de richesse et de perfection, c'est le diamant. Alors, avant de rentrer dans les détails, on va se pencher sur l'histoire d'un des diamants les plus célèbres au monde, le Koh-i-Noor. Il est conservé à la Tour de Londres, et c'est une des pièces les plus célèbres des joyaux de la couronne anglaise. Mais il n'est en Grande-Bretagne que depuis le XIXe siècle, quand il a été offert à la reine Victoria, qui était encore jeune quand elle l'a reçu. Et quand il est entré dans les joyaux de la couronne d'Angleterre,
Il avait déjà des siècles d'histoire et de célébrité derrière lui. L'origine exacte du Koh-i-Noor est imprécise, mais il a été découvert en Inde, peut-être dans la mine de Kollur, qui était une ancienne mine dans le sud de l'Inde, dans une région historique appelée Golconde. En Inde moderne, ça se situe dans l'état de l'Andhra Pradesh. Golconde, c'est un nom associé à des diamants exceptionnels, et jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'était la source principale des diamants les plus purs et les plus gros au monde. Au XVIe et XVIIe siècle, le centre-sud de l'Inde était dominé par une dynastie, les Qutb Shahi, qui régnait sur le sultanat de Golconde. Les mines de Golconde étaient sous leur contrôle, et les plus beaux diamants qui en étaient extraits étaient envoyés à la capitale, Hyderabad, pour y être évalués, taillés, polis et éventuellement vendus. Certains de ces diamants ont changé de main beaucoup de fois et voyagé dans d'autres coins du monde, pas seulement le Koh-i-Noor. Les diamants de Golconde incluent aussi le diamant Hope, un diamant bleu qui est conservé aujourd'hui aux États-Unis et qui est célèbre parce qu'il a acquis la réputation d'être maudit. Il y en a un autre, le diamant vert de Dresde, un diamant vert qui a appartenu à un marchand hollandais. Il a ensuite été vendu au roi de Pologne et il a terminé en Saxe, en Allemagne. Ou encore, très célèbre en France, il y a le Régent, qui a fait partie des joyaux de la couronne de France et qui est d'une belle taille, mais surtout il est réputé pour sa pureté exceptionnelle. Le Koh-i-Noor, lui, a été découvert à un moment entre le XIIe et le XVIIe siècle. C'est très vague, mais on ne peut pas être plus précis par manque de traces. Ce qu'on sait, c'est que le diamant était en possession des souverains de l'empire moghol en Inde. L'empire moghol, c'était un grand État fondé au début du XVIe siècle, qui contrôlait une grande partie de l'Inde et du Pakistan moderne. Son fondateur avait acquis le diamant grâce à ses conquêtes, et à l'époque, le diamant était encore plus gros qu'aujourd'hui. Il faisait 186 carats. Aujourd'hui, il en fait à peu près 105. Qu'est-ce qu'un carat? C'est simplement une unité de poids pour les pierres précieuses. Un carat équivaut à 0,2 grammes. Le poids du carat a changé un peu historiquement. Il a été adopté progressivement en Europe à partir du XVIe siècle et son standard a été fixé à 0,2 grammes, 200 mg, en 1907. Après quoi il est devenu un standard international, reconnu partout. Donc le Koh-i-Noor passe dans les mains des empereurs moghols. C'est le moment à partir duquel il est répertorié et il l'utilise au XVIIe siècle pour décorer une œuvre extraordinaire, le trône du Pan, un trône d'apparat qui appartenait aux Moghols à une époque où ils vivaient leur âge d'or. Leur empire était de loin le plus puissant en Inde, ils en contrôlaient une grande partie, et pour ce qui était de leur stock d'or et de pierres précieuses, c'était probablement la dynastie la plus riche au monde, à parité avec les Ottomans. Le trône du Pan en était une illustration. On n'en connaît pas de représentation contemporaine de ce trône. Il y a eu des peintures, faites plus tard, à partir des descriptions laissées par des historiens moghols et des voyageurs européens. Et tous en ont fait un portrait impressionnant. Le trône était en or massif, parsemé de rubis, d'émeraudes et de diamants.
et il y en aurait eu tellement que tous les visiteurs rapportent avoir été incapables de les compter. Mais les Moghols déclinent au XVIIIe siècle, et en 1739, leur trésor est pillé par les Perses, qui prennent le trône et qui donnent son nom actuel au diamant. Selon la légende ou la petite histoire, l'empereur perse, le Shah, aurait déclaré Koh-i-Noor, qui veut dire montagne de lumière en farsi, en voyant le diamant, et le nom serait resté. Mais le Koh-i-Noor ne reste pas longtemps en possession des Perses. En 1747, seulement 8 ans plus tard, l'empire perse s'effondre et le diamant passe au souverain d'Afghanistan, avant de retourner en Inde, où il est acquis par le fondateur de l'empire sikh en 1813. La capitale des Sikhs, c'était Lahore, et le diamant y passe 36 ans, jusqu'à ce qu'il soit cédé à la reine d'Angleterre, Victoria, par une des clauses d'un traité. En fait, ce traité, c'est l'habillage juridique d'un tribut. Après avoir défait les Sikhs, les Britanniques obtiennent le diamant comme prix de leur victoire. Et donc une nouvelle fois, c'est à la suite d'une conquête que le Koh-i-Noor change de propriétaire. À cette époque, le diamant est toujours presque 2 fois plus gros qu'aujourd'hui. Et il est spectaculaire par sa taille, mais aussi il est loin d'être parfait. Il n'est pas entièrement taillé ni poli. Pour éliminer des imperfections et le rendre symétrique, il est retaillé en 1852 à Londres, et il passe de 186 à 105 carats. C'est une grosse réduction de taille, mais qui a quand même tendance à accroître sa valeur en le rendant beaucoup plus pur et esthétique. La taille, le volume ou le poids est évidemment un facteur dans le prix d'une pierre précieuse, mais seulement un facteur parmi d'autres. Chaque pierre est évidemment unique, et la pureté est au moins aussi importante. Un autre facteur, c'est comment il est taillé. C'est ça qui détermine son éclat et sa couleur. Tout compte. En le rendant plus pur et symétrique, le retaillage du diamant l'a propulsé dans une autre catégorie, et les experts à l'époque s'entendent pour reconnaître que le retaillage a été bien fait. Donc le diamant est maintenant une possession personnelle de Victoria. Il lui appartient à elle, pas à l'Angleterre ou au Royaume-Uni. Et elle le porte monté sur une broche, du moins pendant quelques années, parce qu'avec le temps, elle semble avoir été de plus en plus mal à l'aise, réticente, à l'idée d'exhiber ce diamant, à cause de la façon dont il avait été acquis, par extorsion. C'était une prise de guerre. On le sait parce qu'elle l'a écrit dans des lettres, et elle exprime explicitement qu'elle le considère comme un butin, ce qui pose des problèmes moraux, éventuellement, mais surtout diplomatiques. Des problèmes diplomatiques parce qu'en Inde, les Britanniques ont conservé les structures politiques du pays, avec des Maharajas. Ils s'appuient sur un ordre qui existait déjà avant pour administrer l'Inde. L'Inde est lointaine, énorme, alors ils ont placé une administration britannique qui contrôle ce qui s'y passe, et ils ont fait de Victoria l'impératrice des Indes. Donc exhiber des trophées qu'on a obtenus par la force n'est pas forcément très sage quand on cherche à se concilier l'élite indienne. Et c'est pour ça que de plus en plus, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on laisse le Koh-i-Noor au coffre et on évite de trop le sortir. On ne va quand même pas aller jusqu'à le rendre, faut pas exagérer, mais on essaye de le faire un peu oublier. Et à la mort de Victoria, le diamant devient un des joyaux de la couronne. Il est hérité par la royauté
et n'appartient plus à un individu. Ensuite, il va être remonté au XXe siècle sur les couronnes d'autres reines, les épouses de Édouard VII, de George V, et finalement sur celle de la reine-mère en 1937, la grand-mère du roi Charles III. Mais alors, de quoi est fait le Koh-i-Noor et les autres diamants? Et pourquoi est-ce qu'ils sont si rares et si précieux? Parce que les diamants, après tout, ne sont pas faits d'un élément rare du tout. C'est du carbone, élément très abondant sur Terre. Ce qui rend les diamants exceptionnels et très rares, c'est l'organisation des atomes, la structure de leur carbone. Les atomes ont adopté ce qu'on appelle une structure cristalline particulière, la structure diamant. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le cristal, ça mérite une explication, parce que ce terme cristal prête un peu à confusion. On l'utilise pour des choses très différentes. En chimie, un cristal, c'est un matériel solide dont les composants, atomes ou molécules, ont pris un certain arrangement. Ils forment une structure qui se répète de très nombreuses fois. On pourrait dire qu'ils sont parfaitement rangés. Quand cette forme cristalline est suffisamment grande et parfaite, à l'échelle d'un solide, on appelle ça un monocristal, ou dans le langage quotidien, simplement un cristal. Ça donne un objet avec des surfaces plates et des angles qui ont l'air géométriques. Parce que sa structure microscopique est tellement répétitive que même l'objet visible à l'œil nu a aussi l'air bien organisé. Si on laisse de côté l'aspect scientifique pour être un peu plus poétique, c'est vrai que les cristaux sont assez fascinants. Ce sont des objets créés entièrement par la nature, mais avec une structure qui parle directement à notre sens esthétique, presque à notre intellect ou notre esprit. Parce qu'on peut les voir comme une invitation à discerner une forme d'organisation, d'intelligence ou d'intentionnalité naturelle. Maintenant, est-ce que c'est un design préexistant, une forme d'intelligence naturelle, ou est-ce que c'est plutôt l'esprit humain qui voit une intentionnalité dans des structures naturelles, parce que lui aussi est issu de la nature, et que la nature dicte peut-être nos structures mentales et nos inclinations? C'est une autre question plus métaphysique. Mais dans tous les cas, les cristaux sont fascinants. Et on ne les trouve pas que dans le sol, ils ne se limitent pas à la géologie. Beaucoup d'atomes et de molécules peuvent adopter une structure cristalline, à des conditions courantes ou normales sur Terre, comme l'eau par exemple. Les flocons de neige sont des cristaux d'eau sous forme de glace. C'est aussi le cas du sel de table, le chlorure de sodium, ce sont des cristaux. Quand on les observe au microscope, les cristaux révèlent des atomes ou des molécules qui sont placés dans cet arrangement répétitif et régulier. Il y a aussi beaucoup de matériaux qui ont cette structure cristalline, mais seulement à petite échelle. Au microscope, on voit des cristaux tout petits. Mais ces petits cristaux sont en vrac. Ils ne sont pas assez ordonnancés, pas assez réguliers pour apparaître comme un cristal à l'œil nu. Dans ce cas, on parle de polycristaux, et c'est une forme d'organisation de la matière qui est très courante. La plupart des métaux, les roches, la glace, les céramiques, ont des structures de polycristaux, ce qui veut dire donc qu'on y trouve plein de tout petits cristaux au microscope, mais que ça ne se voit pas à l'échelle macroscopique. Et enfin, on a aussi d'autres matériaux qui, eux, n'ont pas d'arrangement du tout, pas de structure microscopique discernable qui se répète. L'arrangement des atomes ou des molécules paraît complètement en vrac, aléatoire.
on appelle ça des matériaux amorphes. Par exemple, c'est le cas du verre ou des plastiques. Donc amorphe, c'est le contraire de cristallin. Il n'y a pas de structure. Et donc, ironiquement, un faux joyau fait avec du verre ne pourrait pas être plus éloigné d'un vrai par sa structure microscopique. Au premier coup d'œil, on voit à peu près la même chose, mais à l'intérieur, la structure n'a rien à voir. Et je vous disais justement que le terme cristal prête à confusion, parce qu'il sert aussi pour un type de verre, ce qu'on appelle communément le cristal au plomb. Quand on se réfère à des verres en cristal, par exemple. Ce cristal, c'est un matériel proche du verre, mais dans lequel, avec des techniques de production compliquées, on remplace le calcium utilisé pour faire du verre par du plomb. Ça donne un matériel pur, très transparent, et qui a aussi un certain éclat. Mais chimiquement, c'est l'inverse d'un cristal, parce que c'est une structure amorphe. Donc on appelle ça cristal également, même si chimiquement, ça n'est absolument pas une structure cristalline. La raison pour laquelle les diamants sont si rares, c'est parce que les conditions pour que le carbone acquiert cette structure cristalline sont rarement réunies. Elles sont très spécifiques. Et ensuite, il est très improbable que le diamant qui se forme arrive suffisamment près de la surface pour être retrouvé. La plupart des diamants se formeraient dans le manteau de la Terre, à des profondeurs de 150 à 250 km. C'est bien plus profond que ce qu'on pourrait jamais creuser. Les trous les plus profonds jamais faits dans l'écorce terrestre ont 10 à 12 km de profondeur. Ça revient à peine à égratigner la surface par rapport à la profondeur où le carbone acquiert la structure diamant. À ces profondeurs, le manteau n'a quasiment pas de convection, ça veut dire qu'il bouge très peu. Donc la probabilité que ces zones du manteau où les diamants se forment remontent très lentement vers la surface avec leurs diamants est vraiment très faible. Les diamants sont donc sans doute assez nombreux à l'intérieur de la planète. Mais ils peuvent rester très loin de la surface, trop loin, pendant des milliards d'années. Et seulement une toute petite fraction d'entre eux sera jamais accessible, en tout cas avec le type de technique dont on dispose aujourd'hui. Une imprécision ou une erreur assez courante, c'est de dire que les diamants se formeraient à partir du charbon, comprimé sous la surface. En théorie, ça pourrait arriver parce que le charbon est une forme assez pure de carbone. Mais dans la nature, ça n'arrive pas. Le charbon est bien trop proche de la surface. Le charbon, comme vous le savez, ça provient de plantes préhistoriques qui se sont retrouvées enterrées il y a des dizaines ou des centaines de millions d'années. Alors que les diamants qu'on trouve à la surface de la Terre sont bien plus anciens que les premières plantes. Leur carbone provient probablement de roches qui contenaient du carbone et qui se sont agglomérées pour former la planète à l'époque de sa formation. À cause de leur processus de formation et leur remontée très lente vers la surface, les diamants exploitables se retrouvent généralement sur les continents, loin des bords des plaques tectoniques, là où on trouve des couches géologiques qui ont 2,5 milliards d'années ou plus. Et c'est pour ça que les régions riches en diamants, le sud de l'Afrique, la Russie, sont souvent sur des plateaux continentaux qui sont émergés depuis très longtemps. Grâce à sa structure particulière, le diamant a certaines propriétés. Il est très dur, c'est d'ailleurs le matériel naturel le plus dur sur Terre. Ce qu'on appelle la dureté d'un matériau, c'est sa résistance à l'abrasion, aux éraflures. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément très solide.
Il peut être cassant, tout en étant très dur. Mais cette dureté donne au diamant des applications industrielles pour couper d'autres matériaux, comme par exemple le verre. C'est moins connu et moins utilisé. Mais le diamant conduit aussi très bien la chaleur. C'est le contraire d'un isolant. Il conduit même la chaleur mieux que les métaux. C'est aussi la structure du diamant qui lui permet de disperser la lumière très efficacement. Il renvoie la lumière dans toutes les directions, et c'est ça qui lui donne cet éclat, ce feu très particulier. Avant que des mines de diamants n'apparaissent, les premiers diamants étaient ramassés dans les rivières ou sur les côtes. On a commencé à les utiliser comme éléments décoratifs, non taillés, il y a déjà plusieurs milliers d'années. Aujourd'hui, les diamants sont devenus la reine des pierres précieuses, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au Moyen Âge, par exemple, en Europe, d'autres pierres étaient plus prisées, notamment les rubis, et les diamants étaient seulement une pierre précieuse parmi d'autres. Pour l'aristocratie médiévale, les rubis ou les saphirs étaient plus populaires. En fait, l'ascension du diamant au-dessus des autres pierres date seulement du XXe siècle, quand le diamant devient la pierre de référence, la plus fréquente en tout cas, pour les bagues de fiançailles. Et cette ascension n'est pas totalement due au hasard, elle a été favorisée, orchestrée par une entreprise, De Beers, basée en Afrique du Sud. Encore aujourd'hui, De Beers contrôle une bonne partie de l'extraction et du commerce du diamant. Et c'était la première compagnie à développer des mines à grande échelle en Afrique du Sud. À partir des années 30 et jusqu'à nos jours, ils ont mis en avant, marqueté le diamant comme la plus parfaite des pierres précieuses, la plus appropriée pour les mariages. Et ça a produit un symbolisme puissant autour du diamant, comme un symbole ultime de pureté, d'éternité, de perfection, notamment dans les pays occidentaux. Et c'est vrai que les diamants sont remarquables, qu'ils avaient déjà une grande valeur avant, mais il y a aussi toute une industrie derrière qui dépend en bonne partie de cette image. La production de diamants bruts dans le monde, annuellement, c'est à peu près 26 tonnes. Ces 26 tonnes se réduisent bien après qu'on les ait taillées et polies, mais ça fait quand même 70 kilos de diamants bruts extraits chaque jour. Statistiquement, depuis que vous avez commencé à écouter cette histoire, entre 1 et 2 kilos de diamants ont été extraits, des diamants bruts, dans le monde. Ça fait plus de 7000 carats. La grande majorité sont des cristaux tout petits, qui donneront des petits brillants. La majorité ont aussi des impuretés importantes, et seulement une fraction d'entre eux pourra servir comme pièce centrale dans des parures ou pour faire des solitaires. Leur prix est évidemment la conséquence de leur rareté, mais il repose aussi sur l'esthétique et le marketing, comme on l'a vu. Parce qu'il y a des cristaux encore plus rares que les diamants. Par exemple, l'alexandrite. Mais ces cristaux sont moins chers parce que pas perçus comme aussi attractifs. En théorie, un diamant parfaitement pur, juste du carbone, doit être incolore. Il a l'air transparent ou blanc. Les diamants ne sont presque jamais absolument parfaits. Mais parfois les impuretés sont tellement petites qu'elles sont presque indétectables. Un type d'élément qu'on trouve assez fréquemment dans les diamants, en plus du carbone, c'est l'azote. Et s'il y en a suffisamment et qu'il est bien réparti, le diamant devient un peu jaunâtre, plus ou moins foncé, jusqu'à une couleur même presque café. Ça ne veut pas dire que le diamant perd toute sa valeur, il perd des points pour la pureté
évidemment, mais si sa couleur reste homogène une fois taillée, ça lui donne aussi une identité un peu spéciale. Plus rarement, les diamants peuvent aussi avoir une teinte rose ou bleue. Et comme ces teintes sont très rares, ils peuvent atteindre des prix très élevés, surtout si la couleur est assez intense. Un diamant rose célèbre, c'est le Darya Inoor, ça veut dire mer de lumière, un énorme diamant de 182 carats qui faisait partie des joyaux de la couronne de Perse. On pourrait en dire beaucoup plus sur les diamants, mais comme je vous le disais qu'à une époque, d'autres pierres, comme les saphirs et les rubis, étaient encore plus recherchées. Parlons un peu d'autres types de pierres précieuses. Les saphirs sont réputés pour leur couleur bleue profonde et les rubis pour leur rouge intense. Mais en fait, ces deux types de pierres sont presque la même chose, chimiquement. Et d'ailleurs, tous les saphirs ne sont pas forcément bleus. Alors, pourquoi? Comme les diamants, les saphirs et les rubis sont des cristaux, mais pas des cristaux de carbone. Ils sont faits d'oxyde d'aluminium, donc aluminium et oxygène. Et typiquement, ils contiennent des traces de fer et d'éléments rares, comme le titane ou le chrome. Ce type de minéral est appelé corindon. Et le corindon se forme dans des roches, profondément sous la surface, mais beaucoup moins profondément que les diamants. Le corindon apparaît dans ce qu'on appelle les roches métamorphiques, comme beaucoup d'autres pierres précieuses et semi-précieuses. Métamorphiques, ça veut dire que ces couches de roches se sont transformées physiquement et chimiquement à haute température et sous pression. Littéralement, métamorphique, ça signifie qui change de forme. Quand ces roches contiennent de l'aluminium et de l'oxygène, dans les bonnes proportions, des rubis et des saphirs peuvent se former. La couleur de référence du saphir, c'est le bleu intense. Les plus recherchés sont ceux avec du bleu pur et une couleur saturée. Il ne faut pas qu'il soit trop pâle. Mais les saphirs très bleus à l'état naturel sont assez exceptionnels. En général, ils ont une teinte secondaire qui peut être verte ou violette. Et parfois, à cause de leurs autres composants, ils peuvent sortir complètement d'une autre couleur. Ça dépend des éléments présents dans la roche, en plus de l'aluminium et de l'oxygène. Quand il y a un peu de chrome, ça donne des saphirs roses. Et s'il y a plus de chrome, la couleur devient un rouge intense. Et c'est ça qu'on appelle un rubis. Donc un rubis, c'est un saphir bien rouge à cause du chrome. Quand il a n'importe quelle autre couleur, on appelle ça un saphir. Et on trouve des saphirs de presque toutes les couleurs. Jaune, orange, vert, violet, rose. Parfois, ils peuvent même être quasiment incolores et servir comme substitut, meilleur marché, aux diamants, en joaillerie. Les rubis sont souvent trouvés en compagnie d'une pierre semi-précieuse appelée spinel, parce que les deux se forment dans les mêmes conditions. Si en plus de l'aluminium, de l'oxygène et du chrome, il y a aussi du magnésium, ça donne des spinels. Comme c'est assez fréquent, relativement, les spinels sont loin de valoir aussi cher que les rubis. Une autre pierre semi-précieuse, qu'on trouve aussi souvent à proximité, c'est le péridot, qui a une couleur vert-olive. L'intensité dépend de la quantité de fer. Mais on suspecte fortement qu'une partie des péridots sur Terre aurait pu arriver aussi dans des météorites, parce qu'ils peuvent se former dans d'autres parties du système solaire, là où sont réunis les éléments de base nécessaires. On trouve des saphirs de bonne qualité quasiment sur tous les continents, à part en Europe.
Mais les meilleurs dépôts sont en Asie, au Cachemire, en Birmanie, au Sri Lanka et à Madagascar. Mais il y a aussi des mines de saphir dans plusieurs pays africains, en Chine ou en Colombie. Quelque chose qui complique un peu l'évaluation des saphirs dans le commerce, c'est qu'ils sont souvent traités pour améliorer leur apparence. Je vous disais qu'on cherchait les saphirs bien bleus. Le traitement le plus fréquent, c'est de les chauffer à haute température pendant plusieurs heures ou même plusieurs jours, parce que le chauffage entraîne des réactions qui rendent la couleur plus intense et peuvent aussi éliminer quelques inclusions, des impuretés qui réduisent la qualité du saphir. Le traitement du saphir par chauffage est très ancien. Les Romains le faisaient déjà. Mais à l'époque moderne, il a pris des proportions systématiques et aujourd'hui la majorité des pierres sont chauffées. C'est légal si les acheteurs en sont informés, mais en pratique, ça n'est généralement pas le cas. On ne leur dit pas. Les rubis, donc les corindons rouges vifs, étaient aussi connus dans l'Antiquité et ils voyageaient de l'Asie à l'Europe sur la route de la soie avec d'autres objets de valeur. Historiquement, et c'est toujours le cas aujourd'hui, les meilleures sources de rubis sont au Myanmar, en Birmanie, et en Thaïlande. Je vous en parlais dans l'épisode sur les couleurs. Au Moyen Âge, le rouge était la reine des couleurs en Europe par son symbolisme. Elle a ensuite été remplacée progressivement par le bleu. Mais il y a 500 ou 1000 ans, les rubis étaient particulièrement recherchés, plus que les diamants. Comme leur composition, leur chimie était encore inconnue, on les confondait souvent avec des spinels qui pouvaient atteindre les mêmes prix. Les spinels font partie des pierres semi-précieuses les plus chères, encore aujourd'hui, et elles sont quand même assez rares, mais maintenant on les distingue clairement des rubis. Comme les saphirs, les rubis peuvent être traités, et ça a eu tendance à pénaliser leur valeur commerciale ces dernières décennies. On peut les chauffer pour intensifier la couleur et dissoudre de petites imperfections chimiques, des inclusions. Et un autre traitement, c'est de remplir les petites fissures dans le rubis avec du verre au plomb pour rendre la pierre plus transparente. Ça se fait dans des fours à haute température où on ajoute les autres composants. Ces petits arrangements avec les saphirs et les rubis ne leur ont pas fait perdre leur statut de pierre précieuse, mais ça a sans doute contribué à ce que les diamants soient perçus comme plus fiables, parce que chauffer un diamant ne va pas changer sa qualité. Encore que ces traitements soient détectables par les experts, parce qu'ils laissent de toutes petites bulles microscopiques dans des cavités, des fissures à l'intérieur de la pierre. Mais quand même, ça a créé une petite méfiance autour des corindons. Un des plus gros et spectaculaires saphirs au monde, c'est le Star of India, qui est conservé à New York, au Muséum d'Histoire naturelle de New York. Il fait 560 carats, donc énorme, et il produit un effet visuel particulier qu'on appelle un astérisme. Quand on le regarde, on voit une étoile blanche à 6 branches dessus. Les astérismes peuvent être en forme d'étoile ou de croix, et celui-là est assez spectaculaire. Le Star of India a aussi une couleur gris-bleu, assez rare, pas celle qu'on attend généralement d'un saphir, même si, comme on l'a dit, on en trouve de toutes les couleurs. Et cette couleur, comme l'étoile, sont produites par la présence de titane dans la pierre. De l'oxyde de titane à l'intérieur reflète la lumière en forme d'étoile. Le Star of India a aussi été taillé et poli très différemment des autres pierres célèbres dont je vous ai parlé jusqu'à présent.
On lui a donné une surface totalement polie et arrondie d'un côté, alors que l'autre côté est plat. Il n'y a pas de facettes. On appelle ce type de taille un cabochon, par opposition à la taille en facettes. L'approche la plus fréquente pour tailler des pierres aujourd'hui, c'est de leur donner des facettes bien polies, pour les faire briller et renvoyer la lumière dans toutes les directions. Ce type de taille avec des facettes est assez ancien, mais il s'est imposé au cours des derniers siècles. Avant ça, la méthode la plus courante pour préparer des pierres, pour les apprêter, c'était la taille en cabochon. La pierre était coupée pour la rendre symétrique et ensuite polie lentement pour que sa surface soit régulière. On continue de privilégier cette méthode pour certaines pierres semi-précieuses, comme l'ambre ou les opales. Comme vous le savez probablement, l'ambre n'a rien à voir avec les pierres dont on a parlé jusqu'à présent. À l'origine, l'ambre, c'est une matière organique, de la résine d'arbre qui s'est fossilisée, ou plus précisément polymérisée. L'ambre n'est pas extrêmement rare, mais sa formation est quand même difficile. Il fallait qu'un arbre préhistorique perde de la résine pour former des gouttes le long du tronc ou à la base de l'arbre. Ça, c'est quelque chose d'assez courant. Mais ensuite, il fallait que la résine résiste à la décomposition. C'est une matière organique qui généralement va se décomposer sous l'action de bactéries, de champignons, de la température, des intempéries ou du soleil. Donc il fallait que cette masse de résine soit imputrescible, soit qu'elle soit très vite mise à l'abri, par exemple par un glissement de terrain qui vienne rapidement l'enterrer. Et ensuite, une fois sous une bonne couche de sédiments, il faut qu'elle soit mise sous pression et chauffée à des températures qui changent sa structure organique. C'est ce processus qu'on appelle une polymérisation moléculaire. L'ambre n'est pas un minéral, c'est une matière organique formée de très grosses molécules, des polymères. Pendant ce processus, elle durcit, mais son aspect reste translucide, avec une couleur qui va du jaune pâle au brun. Les couleurs fréquentes dans l'ambre utilisée en joaillerie sont un orange brun plus ou moins foncé. Mais même si c'est très rare, l'ambre peut aussi être verte ou bleue, et ces couleurs ont une grande valeur. L'ambre a aussi souvent des inclusions, des débris de plantes ou des insectes retenus prisonniers, qui sont des traces de son origine comme résine. Depuis l'Antiquité, la région d'origine de l'ambre la plus célèbre, c'est la mer Baltique. Et là encore, l'utilisation de l'ambre en joaillerie date de l'Antiquité, en joaillerie ou en décoration. Un chef-d'œuvre, dont l'original a disparu, fait à partir d'ambre, c'était la chambre d'ambre, une pièce entièrement décorée de panneaux d'ambre, au palais d'été des Tsars, à côté de Saint-Pétersbourg, à Tsarskoïe Selo. Une autre pierre semi-précieuse, souvent taillée en cabochon, c'est l'opale, qui est un peu la pierre nationale en Australie, où elle est assez abondante. L'opale, comme l'ambre, est amorphe, ça n'est pas un cristal, et elle n'apparaît pas en profondeur, mais plutôt comme inclusion dans différents types de roches. Pas besoin de température ou de pression élevée. L'opale se forme lentement quand de la silice, le principal composant du sable, se combine avec de l'eau. Les opales précieuses sont iridescentes, il y en a beaucoup qui sont assez quelconques, mais les iridescentes et celles qui tirent vers le noir ont plus de valeur. Les silicates, les composés à base de silice, représentent 90% de la croûte terrestre
et ils peuvent se combiner avec d'autres éléments pour former beaucoup de pierres semi-précieuses. On peut prendre un exemple qui est le lapis-lazuli. Le lapis, c'est une autre roche métamorphique, donc formée dans la croûte terrestre à haute température et pression, qui viennent modifier sa structure. Le composé qui lui donne sa couleur bleue distinctive, c'est la lazurite, un minéral qui contient des silicates avec différents éléments, dont du soufre et du chlore. La couleur bleue intense vient du soufre, précisément du trisulfure, qui est une combinaison de 3 atomes de soufre. C'est ce qui fait apparaître le lapis-lazuli intensément bleu. Il y a de grands dépôts de lapis-lazuli en Afghanistan, aussi le long des Andes, et on en trouve en Russie également. Dans l'Antiquité, la grande région d'origine, c'était l'Afghanistan. Et à partir de là, il a été adopté par beaucoup de cultures. En Inde, il y a plusieurs milliers d'années, dans le Caucase, et aussi en Égypte antique, où le lapis-lazuli était considéré digne des pharaons. Il était un peu oublié en Europe jusqu'à la fin du Moyen Âge, mais ensuite il a fait un grand retour, toujours en provenance d'Afghanistan, comme pigment pour la peinture. Le plus précieux des pigments, que ce soit pour la peinture sacrée ou les enluminures médiévales. On le réduisait en poudre, très fine, qu'on appelait l'outremer, et à cause de son prix, on l'utilisait avec parcimonie, ou alors pour impressionner, montrer qu'on avait les moyens. Entre autres, il était utilisé par de grands peintres comme Titien ou Vermeer pour peindre des personnages principaux dans leurs tableaux, qu'ils soient grandioses comme Titien ou intimistes comme Vermeer. En particulier dans les scènes religieuses de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, on se sert de l'outremer, donc du lapis-lazuli, pour peindre le voile bleu de la Vierge Marie, et entre autres, c'est un des éléments qui contribue à changer la perception du bleu, à changer la préférence culturelle en Europe, qui évolue du rouge vers le bleu. Mais peut-être que parmi les pierres semi-précieuses, la famille la plus riche ou la plus abondante, c'est celle des quartz. Le quartz, c'est un type de cristal assez abondant, qui est fait de silicium et d'oxygène. Il y en a de beaucoup de variétés, en fonction des variations de composition. Mais elles sont toutes faites des mêmes 2 éléments principaux, et elles apparaissent par cristallisation dans la croûte terrestre. Le quartz pur, avec rien d'autre, est transparent et incolore. Il n'est pas si fréquent, en fait, et beaucoup de cristaux de quartz sont ce qu'on appelle laiteux. Ils ont des inclusions de fluides ou de gaz qui sont restées prisonnières pendant la formation. Et le résultat, c'est un cristal en partie opaque, blanchâtre ou avec des irrégularités à l'intérieur. Ce type de quartz est très abondant, trop pour être précieux, et donc il n'a pas vraiment de valeur commerciale, c'est presque comme des cailloux. Mais d'autres couleurs existent, et si elles sont pures, elles donnent différents types de pierres semi-précieuses. Déjà, il y a l'améthyste, qui va d'un violet assez foncé jusqu'à une couleur pâle, type lavande. L'améthyste apparaît quand il y a du fer dans le quartz. Il y a aussi la citrine, qui contient aussi du fer, mais qui a une couleur qui tire sur le jaune. Les améthystes et les citrines sont souvent trouvées à proximité les unes des autres. Et d'ailleurs, beaucoup de pierres vendues comme citrines sont en fait des améthystes qui ont été chauffés pour changer leur couleur et les vendre un peu plus cher. Tous les quartz ne sont pas transparents, ils peuvent être aussi plus ou moins opaques, comme l'aventurine, l'agate, l'onyx ou le jaspe. Tout ça, ce sont des quartz avec différentes impuretés et processus de cristallisation.
mais leurs composants principaux restent le silicium et l'oxygène. Par tradition, il y a 4 pierres dites précieuses. Elles ont acquis ce statut au cours des siècles grâce à leur rareté et à leur beauté. On a déjà parlé des diamants, des saphirs et des rubis. Alors il en manque une, les émeraudes. Et par la même occasion, on va parler des aigues marines, parce qu'une fois encore, chimiquement, c'est presque la même chose. Les émeraudes sont ce qu'on appelle des béryls. Et le béryl, c'est un minéral qui cristallise avec 2 éléments de base qu'on a déjà évoqués, silicium et aluminium, plus un élément rare appelé le beryllium. Le beryllium, c'est un élément chimique, le numéro 4 dans la table périodique des éléments. Mais même si les atomes de beryllium sont relativement simples, avec 4 protons dans leur noyau, ce sont de petits atomes, ils sont relativement rares sur Terre et dans l'univers. Les émeraudes sont donc des béryls avec une couleur verte qui leur est donnée par du chrome. Dans l'Antiquité, une grande source d'émeraudes était l'Égypte, où elles étaient extraites depuis le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Mais il y avait aussi des mines en Autriche et en Inde. Parmi les pierres que les Romains connaissaient et appréciaient, les émeraudes figuraient en bonne place. Une fois que les Romains ont pris le contrôle de l'Égypte, au 1er siècle avant Jésus-Christ, ils ont exploité les mines égyptiennes à une échelle presque industrielle, comme ils savaient le faire. Et cette exploitation a continué ensuite par les Byzantins, puis par les Arabes, qui ont maintenu l'Égypte comme un grand producteur d'émeraudes jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Ça a fini par épuiser les filons, et aujourd'hui l'exploitation s'est achevée. Mais un autre producteur important était l'Inde, et ensuite, surtout à partir du XVIe siècle, la Colombie, où de grands gisements sont découverts par les Espagnols. Aujourd'hui, la Colombie produit plus de la moitié des émeraudes au monde, suivie par le Brésil. La couleur, pour être acceptée comme émeraude, doit être bien verte. Certains béryls ne sont pas assez verts, et dans ce cas, ils sont rejetés comme émeraudes. On les appelle simplement des béryls verts. En général, les émeraudes ont beaucoup d'inclusions et de micro-fissures, beaucoup plus que les 3 autres pierres précieuses. Elles ne sont pas aussi dures, et on n'a jamais trouvé une émeraude vraiment parfaite, sans aucune impureté. Alors on est obligé d'être un peu moins regardant sur leur perfection. Typiquement, pour estimer un diamant, on le magnifie 10 fois. On l'observe avec un agrandissement de 10 fois. Et on regarde à cette échelle quelles imperfections deviennent visibles. Pour les émeraudes, cette évaluation se fait à l'œil. Si, à l'œil nu, en observant l'émeraude, on ne voit aucun défaut, elle est considérée comme de la meilleure qualité. Là encore, il y a presque toujours des petites fissures à la surface des émeraudes. Alors on les traite pour faire un peu de cosmétique. Elles sont enduites d'huile, comme de l'huile de cèdre, et chauffées. Avec la température, l'huile est absorbée, et elle vient combler les fissures, ce qui rend la pierre plus claire et régulière, en éliminant ou en réduisant ces fissures. Un type de béryl plus fréquent, mais quand même d'une certaine valeur, c'est l'aigue marine. Elle a une couleur bleu pâle ou bleu clair qui vient du fer. Le fer qui remplace le chrome qu'on a dans les émeraudes. L'aigue marine est une des pierres semi-précieuses les plus coûteuses. Et ce qui peut être impressionnant, c'est la taille qu'elles peuvent atteindre. Bien plus que des émeraudes. La plus grosse aigue marine de qualité gemme jamais trouvée l'a été au Brésil en 1910. Avant d'être taillée, elle pesait 110 kilos.
mais elle avait beaucoup d'imperfections, alors on l'a cassée en beaucoup de pierres plus petites et plus pures. La plus grande aigue marine taillée, connue, qui a été taillée en forme d'obélisque et qui est aux États-Unis, pèse 10 000 carats, 2 kilos. Il y a encore d'autres béryls, moins utilisés, mais qui peuvent servir parfois en bijouterie, comme la morganite, aussi appelée le béryl rose, ou l'héliodore, qui a une couleur qui va du jaune pâle au doré. Les pays du monde où on trouve les plus riches réserves de pierres précieuses de tout type sont la Russie, le Brésil, la Colombie, qui est le pays le plus important pour l'émeraude, comme je vous le disais, l'Inde, le Myanmar et l'Afrique du Sud. Dans beaucoup de pays producteurs, on ne sait pas vraiment si les richesses du sous-sol sont un atout ou une malédiction. Elles ne profitent pas toujours à la population. D'un côté, elles créent des emplois et peuvent être exportées, mais elles génèrent aussi de la corruption, de la contrebande, et parfois elles servent à financer des guerres civiles. Vous avez sans doute entendu parler du trafic des diamants dans certains pays africains, les fameux diamants de sang, dont on a parlé notamment au Libéria. Les diamants peuvent servir à financer des guérillas ou des dictatures pendant des années. Et on a vu ce genre de choses apparaître dans d'autres pays africains ou en Colombie depuis les années 1950. En Colombie, ça s'est bien arrangé, quand même. Mais on ne peut pas ignorer les conditions dans lesquelles les mines de pierres précieuses, qui ne sont souvent pas encadrées comme des mines plus grandes et plus industrielles, les mines de métaux ou de charbon, qui sont de grosses opérations, alors que l'extraction de pierres précieuses se prête plus facilement aux petites mines qui échappent au contrôle des autorités ou qu'on fait semblant de ne pas voir. Et ça arrive aussi parce que les pierres précieuses concentrent une grande valeur dans de tout petits objets. Ça facilite les trafics. Maintenant, cette valeur, elle est la conséquence de leur rareté, mais pas seulement. Vous connaissez l'adage, ce qui est rare est cher. Mais en fait, cet adage est faux. Il y a plein de choses rares qui ne valent rien. Pour que la valeur de quelque chose commence à grimper, il faut que cette chose soit désirable, en plus d'être rare. À part quelques applications industrielles, la plus grande partie des pierres précieuses ne sont pas utilitaires. Elles servent à la joaillerie ou pour stocker de la valeur. Et c'est ça qui alimente la demande. Mais cette valeur élevée est culturelle aussi. La rareté et l'apparence esthétique les rendent désirables, mais à vrai dire, on peut répliquer leur qualité décorative avec des matériaux bien meilleurs marché. Il y a plein de procédés qui vont de la verroterie jusqu'au diamant artificiel, le zirconium. Mais ce qu'on veut en possédant une pierre précieuse, c'est pas seulement qu'elle soit jolie, c'est la certitude de son authenticité, de son origine naturelle, qui lui confère cette valeur, qui en font une pierre d'exception. Donc en un sens, si on est utilitariste, le prix qu'elles atteignent est absurde. D'ailleurs, beaucoup de gens s'en passent très bien, ils ne veulent pas payer le prix qu'elles coûtent, même s'ils le pourraient. Mais ça ne diminue pas l'attrait des pierres précieuses. Elles continuent de faire rêver. On donne même des noms à certaines d'entre elles quand elles sont exceptionnelles. On leur attache des valeurs symboliques. Dans certaines familles, on se transmet des bijoux et des pierres précieuses. Ce sont aussi des réceptacles ou des manifestations d'une continuité, d'une lignée. On voit bien dans ce genre d'exemple qu'elles sont chargées ou investies d'un sens qui va bien au-delà de la géologie ou de la minéralogie. À des degrés divers, elles exercent quand même une fascination parce qu'on a tous grandi et vécu avec ces symboles de la richesse, avec des histoires de trésors, avec des images de joaillerie, mises en valeur dans les films et la publicité. On est tous passés devant des bijouteries.
On est habitué à l'association du mariage et des bagues ornées de pierres précieuses. Ça fait que le pouvoir d'évocation de mots comme diamant, rubis, émeraude est très puissant. Ce sont des mots qui nous font voir des images et qui nous invitent à rêver. Comme toujours, il y aurait encore bien des choses à dire sur les pierres précieuses et semi-précieuses. Mais c'est la fin de notre épisode pour ce soir. Je serai bientôt de retour avec un nouvel épisode. Et si vous n'avez pas encore sommeil, vous pouvez en choisir un autre dans la bibliothèque des rêves et partir pour une autre aventure. Ou alors, vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.